Merci de l'invitation et de l'occasion de faire une courte exposé sur le droit animalier et la question de la sentience. Euh, Au niveau professionnel, mon intérêt porte particulièrement sur l'être animal lui-même et le nouveau paradigme au Québec, la question de la sentience, ses besoins essentiels que je vais vous exposer, sa protection contre la maltraitance, les maladies, la souffrance, les abus et les mauvais traitements. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un exposé sur la notion de la sentience et comment c'est relié avec la notion juridique des impératifs biologiques dans la loi. Je vais aussi commenter sur la conceptualisation juridique des êtres animaux par catégorie, ce que j'appelle mon histoire de quatre lapins afin de illustrer le traitement différent par le législateur. Donc, au niveau de la terminologie, quand je parle de la loi BERSA, je fais référence à la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Et vous allez voir que j'emploie le terme être animal au lieu du terme animal afin de mettre l'accent sur l'être et de faire une dissociation de toute notion de bien qui est maintenant rejetée par la loi. En fait, le terme animal et bête qu'on utilise couramment, c'est des appellations qui sont typiquement dénuées d'âme. Elles réfèrent à des simples objets, souvent pour les fins de consommation, et elles ont une connotation instrumentale. Alors, depuis 400 ans au Québec, l'animal était un simple bien dont on pouvait en disposer comme on jugeait bon jusqu'à sa destruction totale. Alors, face à la modification des lois au Québec que je vais commenter dans quelques instants en décembre 2015, nous sommes d'avis que le terme animal est à proscrire en raison de son interprétation négative antérieure, tant sur le plan sociétal que sur le plan juridique. Ici, je vous présente la notion de l'être animal avec les êtres humains. Alors, comme vous voyez, les deux sont des êtres et non pas des choses. Alors, nous espérons encourager avec le nouveau vocable être animal, faire l'analogie avec les êtres humains et comment les deux entités sont liées. Cela a aussi pour but de faire une prise de conscience public de la capacité des êtres animaux à ressentir et de respecter les impératifs biologiques qui est maintenant une exigence dans la loi. Donc ici, je fais un survol rapidement de quelques lois civiles en vigueur au Québec, notamment la loi BERSA, la loi sur la protection sanitaire des animaux, je vais le commenter, et la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Voici quelques lois connexes qui touchent la faune. Il y a une multitude des lois, mais aujourd'hui, je vais vous parler du Code civil et de la loi BERSA. Alors, débutons avec juin 2000, qui était la première tentative par le législateur à légiférer sur les êtres animaux qui, à l'époque, étaient toujours considérés comme des biens meubles, donc comme une chaise. La loi sur la protection sanitaire, c'est une loi qui a pour but de protéger contre les maladies contagieuses, les infections, etc. Ça n'a vraiment rien à faire avec les bien-être des êtres animaux. Ce que le législateur voulait faire en juin 2000, il voulait lutter contre ce qu'on appelle les usines de chiots puis les usines de chatons. Et ils ont parachuté des articles concernant les chiens et les chats dans la loi sur la protection sanitaire des êtres animaux parce qu'il n'y avait pas un autre support juridique pour le faire.
Donc, ce qu'ils ont fait en juin 2000, ils ont créé un régime juridique spécifique pour les êtres animaux domestiques ou gardés en captivité, comme j'ai dit en particulier, pour lutter contre les usines de chiots et de chatons. Le Québec était parmi les palmarès en Amérique du Nord. Et ils ont aussi incorporé la notion juridique d'impératifs biologiques qui doivent être prises en considération. Donc, c'est vraiment la première tentative par le législateur de légiférer les êtres animaux qui étaient considérés comme des biens. C'est vraiment en décembre 2015 qu'il y a un changement fondamental. Il y a 2 lois qui sont rentrées en vigueur. Dans un premier temps, dans le Code civil du Québec, qui est notre droit commun, le droit commun, ça veut dire c'est les toiles de fond de toutes les autres lois quand on va les interpréter. Le législateur a créé un article 898.1 dans le Code civil du Québec que je vais vous montrer dans un instant. Et ils ont promulgué aussi la loi Bersan. L'article 898.1, j'attire votre attention sur le premier alinéa. Je ne vais pas commenter le deuxième alinéa aujourd'hui. Donc, on dit « les animaux ne sont pas des biens ». Donc, le législateur ici fait de la dérectification du statut de l'être animal. La dérectification, ça fait référence au changement du statut d'un bien en donnant les êtres animaux un autre statut. Donc, on dit qu'ils ne sont plus des biens, ils sont plus considérés comme des chaises. On dit qu'ils sont des êtres, donc êtres animaux, doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. J'attire votre attention sur la version anglaise parce que, en vertu de la Charte de la langue française au Québec, les 2 langues ont la même valeur juridique devant les tribunaux. Alors, en anglais, on dit « Animals are not things, they are sentient. They are sentient beings and have biological needs. » Alors, je vais commenter dans la version française, on parle des êtres doués de sensibilité, alors que le législateur, en 2015, en anglais, a employé le terme sentient. Il y a une distinction à faire entre la sensibilité et de la sentience en droit, c'est important, mais aussi selon les sciences biologiques et les autres sciences qui touchent l'étude des êtres animaux. Alors, la définition de la sentience, je vais juste commenter ici, quand on passe devant le tribunal, on se réfère devant le tribunal, quand on veut comprendre l'intention du législateur, on va se référer aux définitions dans le dictionnaire, en prenant pour acquis que le législateur connaît les définitions dans le dictionnaire. Donc, quand il emploie un mot, c'est dans le sens du dictionnaire. Alors, la sentience dans Larousse, maintenant, est définie comme un être vivant, donc pas un bien meuble comme une chaise, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective, ça veut dire selon lui, son environnement et ses expériences de vie. Alors, pour le professeur Donald Broom de Cambridge, il a commenté qu'un être sentient est capable d'évaluer les actions des autres en relation avec les siennes et des tiers, de se souvenir de ses actions et de leurs conséquences, d'en évaluer les risques et les bénéfices, et de ressentir des sentiments, d'avoir un degré variable de conscience. Donc, quand on revient à l'article 898.1 dans le Code civil, comme je vous ai dit plus tôt, dans la version anglaise, on dit que les êtres animaux are sentient beings, alors qu'en français, on dit qu'ils sont doués de sensibilité.
En 2015, le mot sentient n'était pas reconnu dans le dictionnaire. C'est seulement en 2020 que le mot était reconnu. Donc, le législateur ne pouvait pas en français employer le mot sentient parce que ça n'existait pas. Puis, au niveau de l'interprétation, on se réfère au dictionnaire pour établir l'intention du législateur. Donc, ils ont tenté de traduire sentient, qui est un mot qui est bien ancré dans le vocable anglo-saxon, par être doué de sensibilité. Il y a des juridictions, par exemple, comme en France et en Suisse, qui parlent de être sensible. Le Québec a tenté d'élargir un peu l'élastique en français en disant être doué de sensibilité et non pas seulement être sensible comme les deux autres juridictions pour rejoindre la notion de sentient beings en anglais. Regardons le préambule de la loi BESA. Je dois préciser que c'est loin de toutes les lois qui ont un préambule. Ici, avant la loi, le législateur dit, considérant que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale, considérant que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise, considérant que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle, mais aussi collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux, et considérant que l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques. On voit avec la loi BESA, qui est une autre loi que le Code civil que nous venons de voir, il s'entrecoupent. Donc, le législateur tente de rester cohérent avec le Code civil, qui est le droit commun, les toiles de fond, et une loi particulière, la loi BESA. Alors, le préambule, ça sert pour les fins d'interprétation devant le tribunal, ça sert à interpréter tous les autres articles dans la loi BESA qui suit, et je vais en exposer quelques-unes dans une minute. Le professeur Martine Lachance de l'UQAM, qui est vraiment une des premières personnes, première juriste à Montréal qui s'intéressait aux droits animaliers, a commenté la loi BESA de décembre 2015 en disant qu'il s'agit d'une avancée significative et que le Québec se joint à la France et puis une dizaine d'autres États en Europe qui ont déjà reconnu, soit dans la Constitution ou dans le Code civil, que les êtres animaux sont des êtres sensibles et non plus des biens meubles. Ici, je vous présente les trois principes juridiques fondamentaux qu'on peut identifier dans le Code civil et dans la loi BESA quand on lit ces deux lois ensemble. Le premier, c'est que les êtres animaux ne sont pas des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres. Et deuxièmement, ils sont des êtres sensibles ou des êtres sentients et qu'ils ont des impératifs biologiques. Les impératifs biologiques, je vais le commenter parce que le législateur donne quelques exemples d'être sensible, de la sentience et des impératifs biologiques. Alors, je vous propose quelques-unes, 4 ou 5, pour vous donner une idée dans la loi BESA de quoi le législateur parle. Il parle de la stimulation, la socialisation, puis l'enrichissement environnemental. Donc, dans la loi, on dit que le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un chat, d'un chien, d'un équidé ou d'un autre être animal qui est énuméré dans tout règlement doit fournir, donc il y a une obligation, à l'être animal la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ces impératifs biologiques. Donc, c'est en fonction de ces impératifs biologiques qui sont définis dans la loi que je vais vous montrer dans un instant. Alors ici,
je vous présente la stimulation dont le législateur parle à l'article 8 dans la loi BESA, mais vue sur le prisme du droit comme juriste. Alors, la stimulation, selon le dictionnaire, le petit Robert, est une action d'un stimulus ou d'une structure qui peut être excitée ou en état excitable. Alors, la stimulation a deux aspects vus sur le prisme du droit, c'est l'aspect physique et l'aspect mental. Alors, la stimulation physique, par exemple, pour un chien, ça peut être de jouer, de courir, de marcher, de dépenser son énergie. Et évidemment, la stimulation mentale, dont l'article 8 dans la loi BESA fait référence, peut être, par exemple, le renforcement positif ou des enjeux. Continuons avec un indice de la sentience et des impératifs biologiques dans la loi BESA quand la loi parle de la socialisation. Alors, la définition de dictionnaire, c'est le fait de développer des relations sociales, de s'adapter et de s'intégrer à sa vie sociale. Si vous vous rappelez bien, dans le préambule de la loi BESA, on dit que les individus puis la collectivité a des responsabilités envers les êtres animaux et que les êtres animaux font partie de la vie au Québec. Donc, quand la loi parle de la socialisation et puis quand on garde à l'esprit les impératifs biologiques qu'on va voir dans un instant, la socialisation comprend deux étapes. Le premier, c'est quand l'être animal est très jeune, pendant une période précise, par exemple pour les chatons, normalement de 2 à 8 semaines, et pour un chiot, ça peut être de 3 à 16 semaines. Évidemment, ça varie selon l'espèce. Et la socialisation qui est prévue dans la loi a pour but de permettre l'être animal de s'habituer à l'humain, mais aussi aux autres êtres animaux, au bruit normal de son environnement, par exemple un aspirateur, etc. La loi aussi, quand on parle de la socialisation, il y a une deuxième étape et ça se produit à l'âge adulte où si la première étape est bien ancrée, ça permet à l'être animal de conserver ses habiletés, les habiletés sociales qu'il a acquises. Mais la loi parle aussi de l'enrichissement social. Alors, il y a des différents types d'enrichissement social qu'on peut identifier, soit alimentaire, cognitif, social, comme qu'on vient de voir. Ici, j'ai regroupé le sensoriel, l'environnement, par exemple, pour le chat, de se reposer dans son lit, physique et puis cognitif. Donc, ici, on voit que la conception de l'être animal est loin d'être un bien meuble, une chaise. Il y a vraiment une rupture avec la conceptualisation juridique pendant 400 ans. L'enrichissement environnemental dans la loi, bon, l'environnement ici, ça fait référence à les conditions naturelles dans lesquelles l'être animal se trouve, ainsi que son environnement culturel, par exemple la famille dans laquelle il évolue. L'Organisation mondiale de la santé a défini l'enrichissement environnemental comme étant la complexification de l'environnement d'un être animal captif, par exemple des jouets, l'aménagement de la cage, possibilité de fourrager, partage d'espace avec ses congénères, afin de stimuler l'expression de comportements propres à son espèce, sans caractère préjudiciable, de réduire l'expression de comportements inadaptés et de stimuler ses fonctions cognitives. Alors, ici, on voit que même dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé de 2016, quand il parle de l'expression de ces comportements
propre et l'expression de comportements inadaptés, vous allez voir que ça s'est relié avec la notion des impératifs biologiques. Alors, les êtres animaux qui sont sous-stimulés, évidemment, ils courent un risque accru de problèmes de comportement où les chiens, par exemple, peuvent avoir des comportements destructeurs, creuser, s'échapper de la maison, des mouvements excessifs ou des vocalisations excessives. Donc, le législateur est conscient que comment on interagit avec l'être animal va déterminer la tracée de sa vie. Alors, ici, je veux maintenant faire le lien avec les impératifs biologiques dans la loi. Ce qui est important de noter et ce qui est vraiment extraordinaire au Québec, c'est que le législateur a défini les impératifs biologiques. Malheureusement, en France puis en Suisse, la loi fait référence tout simplement à des impératifs biologiques, mais il ne les définit pas. Ce qui est un dilemme important pour le tribunal et pour les plaideurs, parce qu'en absence d'une définition, le tribunal a très peu d'indices pour le guider afin d'établir l'intention du législateur en employant les termes impératifs biologiques, mais aussi ça permet à des opposants à l'avancement du droit animalier de plaider toutes sortes des arguments. Ici au Québec, à ma connaissance, nous sommes la seule juridiction qui l'a défini. Et puis, il y a plusieurs composantes. Donc, je vais juste les défiler rapidement pour vous les exposer. On parle de c'est en fonction de son âge à sa stade de croissance. Donc, par exemple, une femelle gestante ou qui va allaiter ses petits doit recevoir une plus grande quantité de nourriture pour subvenir à ses besoins physiologiques. Les impératifs biologiques sont aussi établis selon la taille, les niveaux d'activité physique ou physiologique. Je ne rentrerai pas dans la distinction entre physique et physiologique, mais je tiens à mentionner qu'ils ne sont pas des synonymes. Ici, la loi définit les impératifs biologiques aussi selon sa sociabilité avec les humains et les autres êtres animaux, à ses capacités cognitives. Ça, c'est important parce que ça indique que le législateur a conceptualisé l'être animal comme ayant de la cognition animale. Et puis, cette conception, à tout le moins vue sur le prisme juridique, peut se définir dans deux volets. Le premier que moi je vois, c'est qu'il faut tenir compte de l'environnement dont les propriétés sont indépendantes d'eux-mêmes. C'est-à-dire que par la cognition de l'animal, ils sont capables de faire de la résolution des problèmes posés par leur environnement. Et dans un deuxième volet, pour moi, sur le prisme juridique, la cognition de l'animal fait référence à de la capacité de traiter de l'information. Alors, ça, c'est relié avec la définition de sentience que nous avons vue un peu plus tôt, de la capacité de ressentir des choses et de la capacité de traiter des informations. Aussi, finalement, les impératifs biologiques parlent aussi de son état de santé. La santé, telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, le définit comme un état complet du bien-être physique, mental, social, qui, et c'est ça ce qui est important, donc c'est le physique, le mental et le social, mais qui ne consiste pas seulement en une absence de malaise ou d'infirmité. Donc, les impératifs biologiques, quand on fait référence à un état de santé, c'est un état de bien-être et ça exclut l'état de mal-être dans lequel l'être animal peut être placé. La loi BERSA reconnaît aussi les 5 libertés fondamentales universellement reconnues par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies.
Euh, En fait, le guide d'application de la loi BESA préparé par le MAPAC, c'est le ministère d'Agriculture responsable de l'application de la loi BESA, énumère que les 5 libertés fondamentales sont enchâssées dans la loi BESA, donc l'absence de faim, de soif, l'absence de peur ou de détresse, l'absence de stress physique et thermique. Ici, 4 est très important, l'absence de douleur, de lésions et de maladies. Et puis, cinquièmement, la capacité d'exprimer ses comportements naturels propres à son espèce. Donc, en achassant les 5 libertés fondamentales dans la loi BERSA, la loi fait référence à la santé de l'être animal, à la sécurité de l'être animal et à son bien-être. Ici, c'est probablement le diapositive le plus important que je veux vous présenter. C'est mon histoire de 4 lapins. Donc, la loi BERSA, c'est une loi, comme je vous ai exposé au début, par exemple, la loi sur la faune en est un autre. La loi qualifiait le traitement juridique de l'être animal de 4 façons. Alors, ici, une capture d'écran du site web du DAC. La première colonne, on voit que c'est les êtres animaux domestiques. Le deuxième, c'est l'élevage industriel. Le troisième, c'est de la faune. Et le quatrième, c'est l'exotique. Alors, un être animal domestique, par exemple, un chien ou un chat qui sont visés par la loi BERSA, ont un régime de protection très robuste. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de compromettre ces impératifs biologiques comme nous venons de voir, et il est interdit de compromettre la sentience, le fait qu'il peut ressentir des choses. Donc, les êtres animaux visés par la loi BERSA, les porcs, les vaches, les lapins, les équités, les chats, les chiens, il y a un certain nombre qui sont énumérés, ont un régime de protection juridique que je peux qualifier comme étant robuste. Quand on prend le lapin, qui est dans la première colonne, qui est la colonne domestique, on va le nommer Benny. Benny peut habiter chez vous dans votre salon. Alors, Benny est complètement protégé au niveau de ses impératifs biologiques, le fait qu'il n'est pas un bien et qu'il est sentient. Si on prend Benny et il fait l'objet de l'élevage industriel, à ce moment-là, la loi BERSA, malheureusement, dit que l'activité d'agriculture ou l'élevage industriel doit être pratiquée selon les normes généralement reconnues. Alors, si vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire généralement reconnu? Mais c'est les normes d'élevage qui sont reconnues par l'industrie agroalimentaire. Donc, le législateur, à ce niveau-là, bénit exactement le même lapin, les mêmes oreilles, la même fourrure, les mêmes dents, les mêmes besoins essentiels et impératifs biologiques. À ce moment-là, bénit a très peu de protection. Il y en a qui prétendent qu'il est sans protection parce que son sort est défini par l'autoréglementation de l'industrie agroalimentaire. Si on prend Benny, et Benny exactement qui a les mêmes caractéristiques quand il était chez vous ou quand il fait l'objet de l'élevage industriel, si Benny est dans une forêt et il fait partie de la faune, mais le premier article de la loi sur la faune dit quoi? Il dit qu'on peut chasser, qui est un euphémisme pour dire tuer. On peut tuer Benny en conformité avec la loi, qui est interdit si on prend Benny puis était dans votre salon
il est interdit de simplement le tuer pour le plaisir. Et puis, si Benny fait partie de l'élevage industriel, son traitement doit être fait selon les normes généralement reconnues. Si Benny vient de l'extérieur du Québec, ce qu'on qualifie comme étant un être animal exotique, il y a complètement un autre traitement dont je ne rentre pas en détail parce que, quant à moi, il y a une confusion juridique dans cette catégorie. La classification qu'on voit ici que Benny trouve dans la première case comme être animal domestique avec un régime de protection très robuste, jusqu'à s'il fait partie de la faune, il peut être tué. Ce qui est important de remarquer, c'est que, et qui est peut-être pas étonnant, le législateur a fait la même chose avec notre propre espèce. Donc, il n'y a pas si longtemps, on avait pour l'espèce humaine, dans la première colonne, un homme blanc. Dans la deuxième colonne, on pouvait avoir une femme. Dans la troisième colonne, on pourrait avoir une personne de race noire qui a été de la propriété comme esclave. Et puis, dans la dernière colonne, on pouvait avoir une personne homosexuelle ou une personne transgenre. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps comme espèce humaine de décider qu'un être humain, c'est un être humain, c'est un être humain, et que tous les êtres humains devraient être traités de la même façon parce qu'ils ont les mêmes intérêts, ils ont les mêmes besoins, peu importe comment on a hiérarchisé les rapports sociaux. Ici, avec les êtres animaux, on voit que le législateur n'est pas encore arrivé à cette étape de réflexion. Le traitement juridique et le sort des êtres animaux est défini notamment par le lien qui est entretenu avec l'être humain. Donc, quand Benny est dans votre salon et il vit en proximité de vous, il est très protégé. Si Benny se trouve dans une ferme et fait partie de l'élevage industriel, donc il est très loin de l'être humain, on ne voit même pas ces êtres animaux, comment ils sont traités, comment ils sont élevés. Il a très, très peu, et comme je dis, il y en a des juristes qui disent qu'il n'y a pas de protection. S'il reste dans la forêt, on peut le tuer pour les fins du divertissement. Alors, dans les exclusions et les exceptions dans la loi BASA, notamment ce que nous avons vu pour l'élevage industriel, c'est important de voir le nombre d'êtres animaux qui sont visés par les exclusions. Donc, au Québec, il est estimé qu'il y a environ 45 millions d'êtres animaux par année qui vont viser par l'exception de l'élevage industriel qui doivent être traités selon les pratiques généralement reconnues, l'autorégulation par l'industrie agroalimentaire. Et ces 45 millions d'êtres animaux qui sont avec très, très peu ou sans protection, comprend d'environ 39 volailles, 39 millions de volailles et 5 millions de porcs. Donc, ce matin, aujourd'hui, il va y avoir 125 000 êtres animaux qui ne sont pas protégés par la loi BASA, alors que si la poule a été dans votre area court, à ce moment-là, il y a toute la protection de Benny que chez vous. Si on tient compte surtout des poussins qui sont tués très jeunes, souvent de 35 à 55 jours, le nombre augmente à 203 millions d'êtres animaux qui ne sont pas visés par les garanties de la loi BASA, donc un demi-million. Donc aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a environ 250 000 êtres animaux qui ne profitent pas de la protection de la loi BASA.
Je veux vous parler un peu des illustrations du litige stratégique qu'une OSBL comme le DAC peut entreprendre. Parce que vous voyez qu'il y a des problématiques avec les 4 catégories des êtres animaux et leur traitement. Alors, le litige stratégique, c'est quand on soumet aux tribunaux des problématiques juridiques afin de provoquer un changement social. Donc, voici quelques-unes des litiges qui pourraient avoir lieu. Un, pour s'assurer que la loi BESA ne se limite pas à la souffrance inutile. Par exemple, dans le cas de l'élevage industriel, où les opposants vont dire oui, c'est de la souffrance, mais c'est pas inutile parce qu'il faut les traiter rapidement dans l'abattoir. Il peut y avoir des litiges sur la définition des impératifs biologiques et des intérêts qui fait appel à la notion du bien-être. Il peut aussi avoir des litiges quant à ce que j'appelle le syndrome de trou noir. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Une des bonnes choses dans la loi BESA, c'est que n'importe quel citoyen qui agit de bonne foi peut dénoncer une situation de maltraitance sans crainte de se faire poursuivre. La difficulté dans la loi, c'est que si vous êtes témoin de la maltraitance ou si vous déposez une plainte auprès du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, ça tombe dans ce que j'appelle un trou noir. Parce qu'une fois que votre plainte au nom de l'être animal est déposée, il est impossible pour vous de savoir l'issue ou qu'est-ce qui est arrivé à la suite de votre plainte. Et puis, une dernière illustration des litiges stratégiques, ça peut mettre à la preuve les limites de l'élevage industriel, l'auto-réglementation par l'industrie agroalimentaire et la question de sa légalité qui se pose. Les tribunaux pourraient aussi être au défi d'interpréter la nouvelle loi. Donc, par exemple, quels sont les indicateurs légaux de la sentience? C'est sûr que selon les sciences cognitives ou les sciences en biologie ou d'autres, les experts ont leurs critères, mais il faut avoir des indicateurs sur le plan juridique. Quel est le seuil de preuve suffisant pour établir la sentience? Jusqu'à où est-ce qu'il faut présenter une preuve devant le tribunal? Comment est-ce que la notion d'impératif biologique et la présomption de compromission, comment est-ce qu'ils sont appliqués? Je vais vous expliquer. Dans la loi, il y a une présomption de compromission dans quelques situations. Ça veut dire que si l'être animal, par exemple, n'a pas assez de l'eau ou de nourriture, il y a tout de suite une présomption juridique que les impératifs de l'être animal sont compromis. Donc, les tribunaux vont être appelés d'interpréter cette présomption juridique dans la loi quand l'être animal se trouve dans des situations bien définies et la notion d'impératif biologique. Donc, l'être animal n'a pas de l'eau ou il n'y a pas assez de nourriture, mais comment est-ce que c'est relié avec les impératifs biologiques, comme on avait vu plus tôt, en tenant compte de son taille, le niveau de son développement et de son activité, etc. Tout le principe de précaution, comment est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça s'applique? En d'autres termes, si le tribunal est confronté avec une preuve qui n'est pas assez convaincante par prépondérance, est-ce que l'être animal devrait quand même, en cas de doute, est-ce que l'être animal devrait quand même avoir les bénéfices de doute si ces impératifs biologiques peuvent être compromis? Et puis les principes de proportionnalité. Par exemple, si on prend le cas
mettons, de 20 chiens qui sont dans une situation, est-ce que toute la loi BESA doit s'appliquer de la même façon s'il y a 20 que s'il y a une seule chien? Donc, pour conclure, dans le Code civil et la loi BESA, on voit l'enchâssement du principe de la considération morale. La considération pour moi, comme juriste, veut dire que, vu la dérectification de le statut de l'être animal, il n'est plus une chaise, il est un être qui est sentient, donc il est capable de ressentir des choses, et troisièmement, qu'il a des impératifs biologiques dont il est interdit de compromettre. Il faut, quand on interagit avec l'être animal, prendre en considération comment on interagit avec l'être animal au même type qu'on le fait avec les êtres humains. Alors, si les êtres animaux ne sont plus des biens et après, il y a l'enchâssement de la valeur morale des êtres animaux dans la loi BESA qui exige qu'on tienne compte du bien-être, sécurité, la santé et de le respect de ses besoins essentiels ou impératifs biologiques. Comme nous avons vu avec l'histoire de Benny, certains êtres animaux sont protégés par la loi BESA, alors que maintenant ils en font partie, alors que d'autres continuent d'être exclus. Et il y a un nouveau paradigme juridique qui doit être testé. Donc, en résumé, si on voit que depuis 400 ans au Québec, l'animal était un bien, donc on pouvait s'en servir jusqu'à sa destruction totale. Aujourd'hui, on voit que le législateur a fait un bond en reconnaissant qu'il est sentient, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir des choses, qu'il y a des impératifs biologiques ou des besoins essentiels. Donc, il est certes que le droit québécois a franchi un pas très important en 2015. Le législateur a créé un régime sui generis. Ça veut dire que c'est un régime qui se situe entre le régime qui régit les êtres humains et le régime qui traite la question des biens. L'être animal est entre les deux. Le législateur n'a pas tourné son regard complètement envers les êtres animaux où son regard est en fonction de la proximité des rapports que l'être humain entretient avec l'être animal et de son utilité. Donc, quand l'être animal entretient des rapports plus rapprochés comme des êtres animaux de compagnie, nous avons vu qu'il y a un régime de protection très robuste. Quand l'être animal est instrumentalisé à des fins de consommation, par exemple dans un abattoir, c'est l'autoréglementation de l'industrie agroalimentaire qui va régir son ressort. Alors, nonobstant ces limites, ce nouveau traitement juridique de l'être animal, ça donne ouverture quand même à des nouvelles actions en justice. Par ailleurs, le DAC travaille depuis très longtemps afin d'intenter son premier recours fondé sur les questions d'intérêt public et le traitement des êtres animaux. Ça aurait été impossible de le faire avant les modifications de 2015 parce que quand l'animal était un bien, si vous avez une chaise qui est en votre arrière-cour jour et nuit, l'été, l'hiver, vous pouvez disposer de cette chaise-là puis de ce bien-là comme vous jugez bon. Maintenant que l'être animal a un nouveau statut et qu'il n'est plus considéré comme une chaise,
il y a les questions d'intérêt public qui sont soulevées. Alors, je vais arrêter là. Si jamais vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, il me ferait toujours plaisir de communiquer avec vous. Vous pouvez m'écrire à nicolasmorello@dac.québec. Alors, je vais arrêter là, puis si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez avoir des précisions, il me ferait plaisir.